Bonjour et bienvenue pour ce deuxième cours de science sur l'UA9, l'atome, élément élémentaire de la matière. Et petit rappel, l'année passée, on avait fait la combustion de la laine d'acier. Quand on avait fait la combustion de la laine d'acier, eh bien, on avait aperçu plusieurs choses. C'est que premièrement, quand on ne brûlait pas la laine d'acier, eh bien, celle-ci gardait des caractéristiques élastiques, elle ne cassait pas, et elle gardait une couleur grise, alors que quand on la brûlait, la laine d'acier, eh bien à ce moment-là, la laine d'acier changeait complètement ses caractéristiques. Elle devenait cassante et elle devenait noire. Autre chose qu'on avait observé, c'est que là où la laine d'acier, ici, est en train de brûler, eh bien, la petite bougie qui était à côté, elle s'éteignait beaucoup plus vite, parce qu'en fait, on s'était rendu compte que, en brûlant, la laine d'acier absorbait de l'oxygène. Et vu qu'elle absorbait de l'oxygène, mais certainement qu'elle réagissait avec de l'oxygène. C'est pour ça qu'on avait appelé ça une réaction chimique. Donc, acier plus oxygène, eh bien, ça donnait tout simplement de l'acier brûlé, qu'on appelait aussi de l'oxyde de fer noir. Oxyde de fer. Et dans le mot oxyde, il y a le mot oxygène, et de fer, c'est simplement l'oxygène qui a réagi avec le fer. Et pourquoi noir? Parce qu'il y a deux oxydes de fer, il y a l'oxyde de fer rouge et l'oxyde de fer noir. On verra ça en détail un peu plus tard. Alors, quelles sont les propriétés qualitatives du matériau avant de le brûler? Eh bien, il est résistant, souple et gris. Quelles sont ses propriétés qualitatives après l'avoir brûlé? Eh bien, il devient cassant, rigide et noir. La matière a donc changé. Pourquoi est-ce qu'on utilise un chronomètre lors de l'expérience et une bougie? Eh bien, afin d'observer la consommation de l'oxygène lors de la réaction de combustion. Est-ce qu'on peut représenter tout ceci avec un modèle? Eh bien, oui, tout simplement. Au départ, on a des molécules d'acier qui deviennent des molécules d'oxyde de fer noir. Là, ici, c'est un Y. D'oxyde de fer noir. On ne peut pas représenter, malheureusement, le changement des molécules de manière claire, parce que les formes se transforment subitement. On passe d'un coup de l'acier à l'oxyde de fer noir. Mais on voit pas très bien ce qui se passe à l'intérieur. Ce que je veux vous montrer, en vous montrant simplement ce modèle moléculaire, c'est que eh bien, le modèle moléculaire, il a une limite. Il ne peut pas expliquer correctement comment se passe une réaction chimique. Donc il va falloir passer au level supérieur, il va falloir passer au level suivant et passer au modèle atomique. Donc on va zoomer ici sur nos formes géométriques et on va venir voir les atomes qui le composent. Alors, pour le modèle atomique, on va d'abord passer sur de simples éléments composés d'un seul type d'atome. Et on va commencer ici par le graphite. Étant donné qu'on ne peut pas expliquer donc ce qui s'est passé avec le modèle moléculaire, eh bien, on va devoir passer au modèle atomique. C'est ce que j'avais dit tantôt, tout simplement. Voilà, les molécules se transforment en d'autres molécules, et donc, pour pouvoir voir ce qui se passe bien à l'intérieur de la matière, eh bien, il faut passer au modèle moléculaire. Ici, on va travailler sur la mine de crayon, le graphite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le graphite, c'est quoi? C'est tout simplement un minéral qui est noir, composé de carbone, tout comme le diamant d'ailleurs. C'est une des formes du carbone. Il se forme à très haute pression, le diamant. Donc, si vous êtes dans un volcan avec une haute pression et une haute température, votre carbone va se transformer en diamant, et si pas, eh bien, il va se transformer en carbone graphite, ou aussi en charbon, un des deux. Les deux sont composés de carbone. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux? Eh bien, simplement la façon dont vont se lier les atomes de carbone. Si je vais sur Internet, ici, je vois mon atome de carbone, et que je regarde un petit peu le carbone graphite, je me rends compte d'une chose, eh bien, c'est que le carbone graphite, il est comme ceci, déjà de 1, mais du point de vue du modèle atomique, eh bien, on voit qu'en fait, il y a toutes des couches qui se superposent les unes sur les autres, comme ceci. Chaque boule noire ici est un atome de carbone, qui vont venir former des grosses molécules, et on voit que ça fait comme des couches de lasagne superposées les unes sur les autres. Chacun de ces atomes de carbone a 1, 2, 3 liaisons. Et les couches entre elles ont des liaisons faibles. Donc on a comme des couches superposées les unes sur les autres qui peuvent glisser les unes sur les autres et qui sont fragiles. Si maintenant on prend l'atome de carbone dans un autre contexte, par exemple ici, ça, c'est l'atome de carbone sous forme de diamant.
Alors, sous forme de diamant, chaque atome de carbone va venir faire, non pas 3, mais 1, 2, 3 et 4 liaisons. Le fait que le carbone ici ait 4 liaisons, eh bien, ça va rigidifier la structure du carbone, ce qui va rendre le diamant extrêmement résistant. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre du diamant et la mine de votre crayon? Eh bien, c'est tout simplement le nombre de liaisons qu'il y a entre les atomes de carbone. Vous rajoutez simplement une liaison entre atomes de carbone et boum, vous passez de quelque chose qui est très fragile comme du graphite à quelque chose qui est très résistant comme du diamant. Essayez de le représenter, hein. Donc on voit bien chaque atome de carbone qui est lié à 3 autres atomes de carbone. Je vous demanderai pas de représenter le diamant, c'est un peu compliqué à dessiner en 3D, mais essayez de dessiner au moins ce modèle moléculaire, ce modèle atomique ici. Alors pourquoi est-ce qu'avant on avait un modèle moléculaire? Parce qu'en fait, tout simplement, une forme, c'était une molécule. Ici, la molécule, elle est beaucoup plus grosse. Tout ça, c'est une molécule. Mais on voit chacun des atomes qui la composent. C'est donc un modèle, non pas moléculaire, mais un modèle atomique. On ne représente plus des molécules, mais on représente les atomes qui les composent. Et c'est bien plus facile pour représenter la réalité. Conclusion, on a des éléments qui sont composés d'un seul type d'atome. Ces éléments composés d'un seul type d'atome, on les appelle des corps purs simples. Alors, corps purs, parce qu'ils sont composés bien sûr d'un seul type de molécules, mais en plus ces molécules sont composées d'un seul type d'atome. Donc on les appelle donc des corps purs simples. Exemple, le diamant, le graphite, le fer pur, l'or pur. Ils sont tous composés d'un seul type de molécules, et chacune de ces molécules est composée d'un seul type d'atome. Maintenant, on va passer à des corps purs un peu plus complexes. Mais pour ça, on va parler de la voiture à hydrogène. Alors, la voiture à hydrogène, comment est-ce qu'elle fonctionne? Eh bien, tout simplement, il faut mettre de l'hydrogène dedans. Mais l'hydrogène, dans la nature, eh bien, on ne sait pas le trouver facilement sous sa forme pure hydrogène. Comment est-ce qu'on fait pour en ancrer? Eh bien, c'est simplement par une méthode que l'on appelle ici l'électrolyse. Alors, on va prendre un bac que l'on va remplir d'eau et on va venir mettre dedans des électrolytes. C'est simplement du sel pour que le courant électrique puisse passer. On va mettre une cathode et une anode, en gros 2 tiges métalliques, et dans ces 2 tiges métalliques, on va venir faire passer du courant électrique. Ce courant électrique va venir couper l'eau en deux. Et l'eau, ça se note H2O. En venant couper l'eau en deux, on va venir faire passer l'hydrogène d'un côté et l'oxygène de l'autre. On voit que l'oxygène s'accumule ici pour former de l'O2, de l'oxygène, du dioxygène qu'on peut respirer, et de l'autre côté du H2, qui est un gaz extrêmement inflammable, dont on va se servir pour faire tourner les voitures à hydrogène. Si vous venez mettre ici une petite flamme, une petite braise, eh bien ça va créer une petite explosion. Donc électrolyse, pourquoi? Parce que électro, l'électricité, et lyse, parce que ça vient couper. Donc ici, l'eau se fait couper par l'électricité. Et on obtient d'un côté tous les atomes d'oxygène et de l'autre côté tous les atomes d'hydrogène. Avant, on avait un corps pur composé uniquement d'eau, mais qui avait les 2 éléments. Donc là, c'est un corps pur composé de 2 atomes différents, et en les séparant, on reforme des corps purs simples, parce que O2, c'est une molécule, mais qui n'a qu'un seul type d'atome, c'est donc un corps pur simple. H2, c'est une molécule, mais qui contient un seul type d'atome, donc c'est aussi un corps pur simple. Là où H2O était aussi une molécule composée de plusieurs atomes, mais de plusieurs atomes différents, et donc là, c'est un corps pur composé. Que va produire l'électrolyse? Elle va produire de l'hydrogène, de l'oxygène, des corps purs simples. Si on les recombine ensemble, qu'on remet l'hydrogène avec l'oxygène, ils vont réagir entre eux, ils vont faire une réaction chimique, et ils vont reproduire de l'eau. Si on veut représenter l'H2O via le modèle atomique, eh bien, on va devoir représenter les 2 atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène. Il va falloir les lier entre eux, comme ceci. Donc comme ceci. Les grosses boules rouges sont les atomes d'oxygène, et pour chaque atome d'oxygène, on va venir mettre un atome d'hydrogène. H2, il y a 2 hydrogènes, 2 boules bleues, et O,
il y a une seule boule rouge, il y a un seul gros atome d'oxygène. Et ça, c'est pour le modèle atomique de l'eau. Maintenant, on va représenter de nouveau la combustion de la laine d'acier, que l'on a fait plus tôt, mais cette fois-ci en utilisant le modèle atomique. Alors, avant, on mettait tout simplement l'acier d'un côté qui devenait de l'oxyde de fer noir. Maintenant, on va représenter tous les atomes qui sont utilisés, transformés lors de la réaction chimique. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que l'acier, c'est du Fe3C. C'est 3 atomes de fer et un atome de carbone. Donc, vous voyez, pour 3 atomes de fer, on a un atome de carbone. Pour 3 atomes de fer, on a un atome de carbone. En venant brûler l'acier, celui-ci va réagir avec l'oxygène. C'est pour ça que la bougie s'éteint plus vite dans l'aquarium. Quand on brûle l'acier, la bougie ici va s'éteindre très vite, car l'acier, en brûlant, va consommer de l'oxygène. En consommant cet oxygène, eh bien, l'acier va devenir de l'oxyde de fer, c'est-à-dire de l'oxygène lié à du fer. Donc pour chaque atome de fer ici, on a un atome d'oxygène. Vous voyez bien ici que le modèle atomique de l'acier est différent du modèle atomique de l'oxyde de fer. Et on voit bien aussi que ces deux éléments sont composés de plusieurs types d'atomes différents, donc ils sont tous les deux des corps purs composés, car ils sont composés de plusieurs types d'atomes différents. On va rajouter différents ici. Exemple, l'acier, la rouille, l'huile, l'eau. Car ils sont chacun composés de plusieurs types d'atomes différents. Petite synthèse. Qu'est-ce qu'un corps pur élémentaire ? Un corps pur élémentaire, c'est un corps pur qui est composé d'un seul type d'atome. Mais regardez, ces atomes ici, ils ne sont pas liés entre eux. Alors ça, c'est un type de molécule que vous allez croiser très peu souvent, parce que c'est simplement les gaz rares qui forment ce genre de molécules. Par exemple, l'hélium, ou encore le néon, et donc des corps purs élémentaires, vous allez en croiser très très peu. Ce que vous allez voir beaucoup plus souvent, c'est des corps purs simples et des corps purs composés. Dans le cas d'un corps pur simple, on le voit ici, on a deux types d'atomes les mêmes, mais qui sont liés entre eux. Ça, c'est un corps pur simple. Dans un corps pur composé, on a plusieurs types d'atomes différents, ce coup-ci, et qui sont liés entre eux. Exemple, corps pur élémentaire, donc c'est de l'hélium. Corps pur simple, ce serait par exemple de l'hydrogène ou de l'oxygène pur. Et dans les corps purs composés, on aurait par exemple l'eau, la rouille ou encore l'acier. Et on obtient donc ce petit diagramme. Alors ce petit diagramme, il est important, il est absolument à retenir. Première chose à vous poser, c'est quand vous voyez un produit chimique, c'est de vous poser cette question, c'est est-ce que le produit est-il composé de plusieurs sortes de molécules différentes ? S'il est composé de plusieurs sortes de molécules différentes, à ce moment-là, vous avez affaire à un mélange. Si vous pouvez distinguer les éléments du mélange, vous avez un mélange hétérogène, comme par exemple l'eau et l'huile, qui ne se mélangent pas. Si vous avez les deux différents éléments du mélange que vous pouvez distinguer, à ce moment-là, que vous ne pouvez pas distinguer plutôt, à ce moment-là, vous avez un mélange homogène. Par exemple, si vous mélangez de l'eau avec du sucre, ou de l'eau avec de la grenadine, ou de l'eau avec du colorant, eh bien là, vous ne distinguerez pas les éléments du mélange. Vous avez donc un mélange homogène. L'air, par exemple, est un mélange homogène. On ne distingue pas les différents types de constituants qui est à l'intérieur. Dans des autres types de produits chimiques, ceux où on n'a pas plusieurs sortes de molécules, on a affaire à un corps pur. Si jamais le corps pur est composé de plusieurs sortes d'atomes, ce sera soit un corps pur simple, soit un corps pur élémentaire. Si jamais les atomes sont liés entre eux, c'est un corps pur simple. Comme ici. Là, c'est des atomes différents. C'est des mêmes atomes, pardon. Et ces atomes, les mêmes, sont liés. C'est donc un corps pur simple. Si jamais maintenant vous avez les mêmes atomes mais qui ne sont pas liés, à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle un corps pur élémentaire. Si vous avez plusieurs types d'atomes qui composent les molécules de votre corps pur, vous avez à ce moment-là un corps pur composé. On voit ici que la molécule est composée de deux types d'atomes différents. Voilà qui termine ici ce petit cours.
J'espère que ça vous aura un peu aidé, un peu éclairé votre lanterne. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, hein, si vous en avez. Je vous donne rendez-vous au prochain cours. Salut!